rapide introduction et puis on enchaînera directement avec les présentations de chacun. Cela étant articulé avec 15-20 minutes d'un côté et 15-20 minutes de l'autre, et il restera un petit délai de laisser libre pour des questions si vous en avez. Donc voilà, je passe la parole à mon voisin de droite pour qu'il se présente. Bonjour, je suis Stéphane Mélier, société Stream Design, directeur commercial chez Stream Design. Nous sommes distributeurs en France de la solution M-Files, dont je vais vous présenter dans un instant la vision sur le travail collaboratif. Bonjour, donc je suis Guy Barré, donc je suis consultant en système d'information et j'essaierai de vous expliquer sur un cas bien précis du fonctionnement collaboratif avec la GED au sein d'une entreprise. Bonjour à tous, je m'appelle Grégory Bonnet, je suis maître de conférence à l'université de Caen, Basse-Normandie, et je suis chercheur en intelligence artificielle au GREC. Donc c'est le groupement de recherche en électronique, automatique, informatique, instrumentation et imagerie de Caen. Voilà, j'ai le nom complet. Et aujourd'hui, moi, je vais vous parler un peu de collaboration au sein de projets académiques et de quelle manière est-ce qu'on peut utiliser des outils de GED pour pouvoir permettre à différents chercheurs de communiquer entre eux, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà. Alors l'association du mot collaboratif sur la GED peut un petit peu surprendre, surtout pour ceux qui ont une vision un petit peu historique de la GED, vous qui est traditionnellement axé fortement sur le document. Quand on parle de collaboratif, on a en tête le concept de travail collaboratif, par exemple, qui est venu un petit peu concurrencer tout ce qui était knowledge management et qui a apporté un petit plus en centrant davantage ces logiques de mise en valeur d'un savoir-faire sur des personnes. Le collaboratif est aussi apparu, bien sûr, avec les réseaux sociaux qui ont apporté un nouvel aspect Web 2.0. Et les entreprises ont aussi essayé de s'y mettre en rattachant les réseaux sociaux, notamment sous forme de réseaux sociaux d'entreprise, qui ont aussi apporté une nouvelle forme de collaboration dans l'entreprise, pas forcément axée sur le document. Une forte tendance aussi du collaboratif est d'être lié aujourd'hui à tout ce qui est gestion de la relation client. Donc là aussi, la collaboration apporte beaucoup sur l'aspect du marketing dans les entreprises. Et donc désormais, on essaie de voir la collaboration, qu'est-ce que ça peut apporter au niveau du contenu, au niveau du document. Avoir un fonctionnement qui n'est pas simplement axé sur le document, mais qui permet aussi aux personnes d'apporter des savoir-faire, des échanges, une interaction. Voilà, c'est un plus que recherchent les entreprises. Et donc, accoler le mot collaboratif à la GED, c'est un petit peu la question à laquelle souhaite répondre cette conférence. Qu'est-ce que ça va apporter de plus? À quelles questions cela peut répondre? Est-ce que ça suppose des fonctionnalités particulières, innovantes? Est-ce que la GED collaborative transforme les organisations? Qu'est-ce qui peut en ressortir? Quelles sont les réticences ou quelles sont les promesses qu'on peut avoir par rapport à la collaboration appliquée à la GED? Voilà, donc c'est les questions qui vont probablement ressortir des différentes interventions qui viennent. Et sans plus attendre, je passe le micro à mon voisin. Présentation qui... Bien, nous y voilà. Alors, je vais vous présenter la vision collaborative qu'a M-Files. Je vais vous exposer très rapidement, je n'ai que 5 minutes, qui est M-Files. Et alors, j'étais un peu surpris d'apprendre qu'il n'était pas évident que la GED soit collaborative. Pour nous, c'est une évidence. Je vais tenter de vous le... Enfin, pour nous, il n'y a rien de particulier, il n'y a pas de fonction particulière, je dirais, pour que la GED soit collaborative dans M-Files.
J'aurais même tendance à dire, si une gêne n'est pas collaborative, à quoi sert-elle? Alors, dans le slide d'avant, s'il vous plaît. Voilà, donc MFAL, c'est une société finlandaise. Ils sont basés en Finlande. Ils sont également présents aux USA. Ils ont une croissance de 50% en Europe, 100%, plus de 100% aux USA. Nous sommes leurs représentants en France. Ils ont un réseau de plus de 180 partenaires dans le monde, dans plus de 90 pays. Et ils sont apparus fin 2012 dans le référencement Gartner parmi le top 22 des solutions mondiales dans le domaine de la GED et de l'ECM. Concernant le collaboratif, donc, le collaboratif dans la gestion documentaire ou la gestion du contenu de l'entreprise, c'est tout ce qui permet au processus, à l'organisation et au système d'information de collaborer. Donc c'est collaborer avec des systèmes, des ERP, des GPAO, des gestions de projets, et c'est également permettre aux utilisateurs de collaborer entre eux. Donc c'est pour nous une évidence, y compris sur l'aspect documentaire. Donc MFAL va notre vision du travail collaboratif va être assez axée sur le document. Le document, ça représente au moins 50% de l'information possédée par une entreprise, si ce n'est plus dans certaines sociétés. Ça peut représenter 90% de la valeur ajoutée d'une société, dans l'ingénierie, dans les projets, dans les bureaux d'études ou dans l'industrie. Il est essentiel de collaborer sur que le document soit collaboratif, soit une pièce, une clé de voûte de la collaboration entre les systèmes, l'organisation, et puis soit calqué sur les processus de l'entreprise pour que l'entreprise puisse vraiment atteindre le niveau de performance qui est en ligne avec ses objectifs. Donc on va être très axé sur les process, sur les processus, d'où la notion de workflow. Donc les documents vont circuler au sein de workflow. Alors, un aspect qui est très important chez MFAL, c'est la simplicité, parce qu'aujourd'hui, donc le collaboratif, dans notre monde d'aujourd'hui, les entreprises exigent qu'il soit très efficace. Nous avons de moins en moins de temps pour faire de plus en plus de choses. Les organisations ont des enjeux de plus en plus forts en termes de productivité, en termes de qualité, en termes de respect des réglementations. Donc, il est essentiel que les solutions soient très collaboratives et soient très efficaces. Différentes solutions, différents éditeurs ont différentes approches de le collaboratif. La nôtre est vraiment très axée sur l'efficacité, sur le fait qu'un processus doit être exécuté dans une entreprise de manière parfaite et de manière rapide et de manière fiable. Je prends un exemple de la manière dont notre solution y répond. L'explorateur de fichiers de Windows, c'est quelque chose que tout le monde connaît et ça permet aux utilisateurs dans une entreprise de manier leurs fichiers, de manier leurs documents, de manier leurs données d'une manière extrêmement rapide. Donc vraiment de pouvoir exécuter les processus de l'entreprise entre collègues, donc dans un environnement collaboratif, mais de manière extrêmement efficace, fiable et rapide. Les vues dynamiques, quelque chose qui permet de gagner beaucoup d'efficacité dans l'application des processus d'une entreprise, dans le cadre d'un processus collaboratif. C'est de se concentrer sur le quoi plutôt que le où. Les documents dans une entreprise, aujourd'hui, en général, on se demande où ils sont. On devrait plutôt se demander de quoi il s'agit. Est-ce que c'est une procédure? Est-ce que c'est un plan technique? Est-ce que c'est un mode opératoire? Est-ce que c'est une facture? Plutôt que de savoir où c'est. Peu importe où c'est. Ce qui est important, c'est savoir ce dont il s'agit. Quel client? Quel projet? Quel équipement? Quelle étape de workflow? Est-ce que c'est validé, pas validé? Et en fonction de ça, on trouve son document, on collabore, on le transmet à l'organisation qui est en charge d'exécuter l'étape suivante et on gagne énormément en efficacité, en temps et en fiabilité. Donc, collaboratif veut dire workflow, donc là, absolument rien d'innovant. Je dirais que si on a un outil collaboratif qui n'a pas de workflow, je me demande un peu honnêtement s'il s'agit vraiment d'un outil collaboratif. Donc, les solutions de gestion documentaire, normalement, ont toutes un outil de workflow. Ça inclut également la notification par email, de manière à informer les uns et les autres des actions qui doivent être exécutées. Donc là, on est en plein dans le travail collaboratif. La gestion des droits d'accès est quelque chose de très important. Dans un environnement collaboratif, chaque document doit être accessible aux bonnes personnes, au bon moment, au bon endroit. Et la gestion des droits doit être autant que possible automatique et en tout cas extrêmement fiable si on veut être certain que les confidentialités soient respectées et que une équipe dans un espace collaboratif puisse vraiment disposer des bons documents, ni plus ni moins. Ouais.
Et partage et centralisation des informations, là également, les solutions de GED sont des référentiels documentaires dans l'entreprise, c'est-à-dire une base de données qui contient les documents qui font foi dans l'entreprise. Ça doit être centralisé, ça doit être protégé, ça doit servir de référentiel et ça doit être surtout accessible à tout moment, aux bonnes personnes, au bon endroit. Donc dans un espace collaboratif où chacun, qu'on soit 10, 100, 1000 ou 10 000, on puisse accéder au référentiel et faire les bonnes tâches à la bonne vitesse et au bon moment. Je passe la parole à Guy Barret qui a mis en place une telle solution dans une entreprise. Merci Stéphane. Alors donc, je me présente. Donc, au début, donc, on a fait un gros travail de fond puisque la GED M5 je ne connaissais pas. Donc on était obligé de travailler déjà à notre niveau puisque nous étions dans un bureau d'études qui étudie principalement des lignes à très haute tension. Donc je ne sais pas si vous voyez un peu l'étendue des données et les logiciels installés. Nous étions donc dans une entreprise où naviguaient des tonnes de types de logiciels. Donc forcément des formats de documents divers et variés. Alors comment intégrer une GED dans un élément aussi varié? Alors c'était très simple, donc il fallait trouver, étudier déjà chez nous, ensuite voir sur l'extérieur comment les choses allaient se mettre en place. Alors donc cette société, en fin de compte, de départ, faisait un chiffre d'affaires tout aussi moyen pour un bureau d'études. Par contre, on traitait à peu près 900 gigas de données par an. C'est énorme. Je ne sais pas si vous avez déjà traité en réseau 900 gigas de données sur un réseau classique. C'est très, très compliqué pour retrouver les données. Ensuite, 900 gigas, si vous faites un reliquat avec 49 salariés, ça fait beaucoup de gigas par salarié, puisque ce sont des études très longues, très lourdes, et donc qui nécessitent beaucoup de documents, donc aussi bien photos, vidéos, plans, documents bureautiques, et bien d'autres documents qui vont avec. Alors donc au début, on était obligé, on avait un gros problème, c'est-à-dire qu'on ne savait pas qui fait quoi. Le problème, c'est que dans une société où lorsque vous avez des tonnes de documents qui se baladent sur le réseau, c'est impossible de savoir qui a fait quoi, quand, comment, et est-ce qu'il a fini. Alors donc il fallait trouver un moyen pour suivre l'évolution et la circulation de ces données sur le réseau. Donc c'était un travail de fond, il fallait savoir comment le faire. Ensuite, on avait plusieurs services et chaque service avait un fonctionnement complètement différent. Ça partait aussi bien du service administratif qui était relié principalement avec l'administration ou l'administration publique ou d'autres services concernant la partie technique dessin ou des services sur des simulateurs. Vraiment, on était dans un domaine un peu particulier puisqu'il fallait faire cohabiter plusieurs services de corps de métier complètement différents. Alors on est arrivé, évidemment. Donc il fallait trouver un système d'information. Donc, bien évidemment, ce qui nous a poussé à trouver, à chercher la solution GED la plus efficace, c'est qu'on a été audité. Parce que notre donneur d'ordre nous a demandé un jour, on vient vous voir, on vient voir ce que vous avez. Et à ce moment, effectivement, il s'est avéré qu'on n'était pas bon. On n'était pas bon, on avait beaucoup de données et on avait une carence interne au niveau de la connaissance de nos fichiers qui traînaient dans nos documents. Alors, effectivement, on s'est dit, il faut passer à la GED. Et la grande décision, comment faire ? Pourquoi faire? Alors donc, il fallait moderniser, optimiser le système d'information. Donc, on avait un système d'information traditionnel, on est passé à un système, on voulait un système beaucoup plus compact, sécurité, et en même temps avec la position en temps réel des données sur le réseau. Donc, et puis on avait un problème aussi, un gros problème qui aujourd'hui, je crois, c'est la diminution des papiers. On n'avait pas que du format A4, A3, mais on avait des formats A0 et sur 10-15 mètres de long, parce que vous savez, peut-être beaucoup d'entre vous le savent, c'est qu'on faisait des plans sur 10, 15, 20 mètres, 30 mètres de long. Donc tout ça, c'est des tonnes de papier, des rouleaux qu'on devait imprimer à chaque fois pour faire certifier par un autre service. Donc essayez d'imaginer si vous avez une ligne qui fait 150 km, les tonnes de papier qu'il fallait imprimer pour faire visionner et à chaque fois faire certifier. Donc on avait un problème principal, c'était qui, quoi, comment, où. Donc qui faisait, quoi, comment et où. Parce que là aussi c'est un problème, c'est que les gens, c'est jamais un fichier supprimé, c'est jamais quelqu'un, vous avez peut-être rencontré dans votre réseau, toujours les fichiers disparaissent, mais vous ne savez jamais qui a supprimé le fichier. Et par enchantement, bien souvent, ça revient. Et là aussi, on ne sait pas qui l'a remis sur le réseau. Ça, c'était un problème lorsqu'il s'agit de fichiers très importants, donc de savoir qui a fait quoi. Centraliser les informations de façon à pouvoir gérer les droits sur les données,
qui a le droit d'ouvrir ça, qui a le droit de fermer ça, qui a le droit d'enregistrer et qui a le droit d'envoyer le document. Donc, et puis par la même occasion, répondre aux normes de qualité, puisque le fait d'utiliser un workflow, ça allait nous permettre de vérifier en temps réel l'évolution des documents, sa traçabilité, et pouvoir ensuite imprimer un fichier qualité adapté en fonction à la situation. Donc, dans le processus de décision, donc on a déterminé dès le départ les prérequis. Bon, les prérequis, on a regardé notre réseau, on a dit c'est bon, il faut tout changer, donc on est passé à un réseau infrastructure moderne adapté à la condition, à capacité à faire varier la fluctuation des débits sur le réseau. Donc, ensuite, lorsque tout ce travail a été fait, c'était assez long quand même, parce que quand vous avez 900 gigas, on ne fait pas une réflexion de 24 heures. On a étudié tout ce qui existait sur le marché. Donc, tous les produits existants, évidemment. Donc, on a vu quasiment tout. Et certains produits n'offraient pas la possibilité d'intégrer nos corps de métier à l'intérieur. Donc, il nous fallait un produit qui soit capable d'intégrer tous les corps de métier. Et là, on est tombé sur M-File. On ne voulait pas non plus rentrer dans un domaine open source parce que la politique de l'entreprise, c'était principalement de savoir qui nous donne le produit, qui nous vend le produit, qui fabrique le produit et surtout qui maintient le produit. Un problème qui fait quoi? Bien souvent, les open source, on a encore ce petit problème. Donc, on ne voulait pas. On voulait vraiment quelque chose de solide, sérieux, efficace, parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir un bureau d'études avec un produit dont les sources sont enfin, un produit open source. Ce n'était pas du tout dans l'optique. Donc, on a choisi M-File dans ce sens où vraiment, on connaît la source. C'était pas open, mais on connaissait la source. Donc, la mise en œuvre, c'était très simple. Donc, au départ, lorsqu'on avait tous déterminé l'arborescence du fonctionnement, donc on a récupéré notre arborescence sur l'infrastructure, l'ancienne infrastructure, on a transposé sur la GED, et donc ça nous a permis effectivement de dire est-ce que ce produit est bon, est-ce que ce produit n'est pas bon. Grâce à la période d'essai des 30 jours, on a pu déterminer une certaine partie de l'arborescence. Et on a vu effectivement ça a coïncidé parfaitement avec ce dont on avait besoin. À partir de là, on a pu déterminer enfin, mise en place une AMO. Dans cette période d'AMO en général est assez longue parce qu'on doit tout remettre en cause en ce qui nous concerne, puisqu'on avait beaucoup de corps de métier, sur les types de documents, comment formaliser les documents, qui fait quoi, donc c'était assez long. Mais bon, évidemment, on était dans un cas extrême qui était notre société, qui était vraiment 900 gigas, c'est pas rien. Le plus facile, effectivement, c'est l'intégration. Quand tous ces éléments sont terminés, donc on a intégré très très vite, en 5 jours espacés bien souvent, parce qu'on évite de faire les 5 jours en même temps, donc ça se passe très bien. L'enrichissement de coffre et la formation des utilisateurs, donc au fur et à mesure le coffre se remplissait, les utilisateurs devenaient de plus en plus performants, et ensuite on a la livraison définitive. Concrètement pour 900 gigas, on a à peu près mis 4 mois pour une livraison totale. Et au jour d'aujourd'hui, tout le monde tourne pour le meilleur des mondes. Alors, très important, ce qui nous a fait vraiment prendre la décision sur M-File, le workflow. Pourquoi le workflow? Parce qu'on voulait savoir, on avait un problème à chaque matin, lorsqu'on avait une réunion avec tous les responsables de projet, tout le monde avait toujours fait tel document. Tout le monde avait, mais c'était impossible de vérifier si oui le document. Alors, le patron, évidemment, il fait confiance, mais à un moment donné, lorsqu'il faut rendre le produit au client, eh ben, le document était toujours en retard. Donc, et là, on ne pouvait pas. C'était impossible d'aller vérifier dans 100 gigas ou 200 gigas d'un projet si vraiment le travail était fait ou pas. C'était très compliqué. On était obligé de fabriquer un fichier Excel qu'on devait remplir. Donc, c'était un travail très, très lourd. Et puis, en plus, on écrit ce qu'on veut dans un fichier Excel. Et bien, grâce au workflow, c'était plus possible de mentir. On pouvait tout savoir en temps réel, l'avancement d'un projet, qui a fait quoi, s'il a supprimé, s'il a modifié, puisque chaque document avait un historique. Donc, c'était ça le plus important. On ne pouvait plus rien faire, tout était renseigné. On a fait mieux. Dans l'entreprise, les mails se baladaient dans tous les sens. Tout le monde avait des mails très importants concernant les projets. On ne savait pas qui avait reçu un mail important. Et grâce à M-File, d'où la gestion des mails était intégrée directement, on pouvait mettre les mails directement dans les projets. Donc on pouvait voir au sein des projets les correspondances sur tel ou tel projet. Donc ce n'était plus un problème. Ensuite, on avait des applications particulières. Donc on a développé des solutions adaptées à la GED en externe. C'est-à-dire des petits programmes qui étaient étroitement liés à la GED. Grâce au code ouvert, on a pu vraiment amplifier la possibilité de travail, toutes les possibilités de travail sous la GED. Alors tout ça c'est bien beau, c'est magnifique, mais tout ça, ça donne des résultats très intéressants. Au départ, on était une petite société, comme je disais tout à l'heure, de bureau d'études classique, et il fallait gagner
On savait que les marchés allaient venir, mais dès le départ, commençons par nous. Faisons déjà du bon travail en interne et diminuons la charge de travail et en gagnant plus. Donc, on voulait 25% de croissance par an. Mais pour ça, il fallait simplifier le travail et pouvoir ensuite accéder à d'autres marchés, puisqu'on était limité, même si les marchés nous arrivaient, mais on ne pouvait pas les faire. Une année, c'est compliqué. Donc, on était obligé de moderniser avec la GED, simplifier les process. Par exemple, à titre d'exemple, juste pour simplifier, donc vous connaissez tous les expertises, beaucoup en font, les assurances, l'immobilier. On faisait tout à papier. Quand on avait le papier, on revenait en interne, on recopiait. Eh ben, grâce à des solutions externes, on a simplifié la saisie automatique sur des tablettes PC qui étaient reliées directement à la GED. En interne, il suffit de poser la tablette PC sur un plot et ça mettait la GED automatiquement à jour. Donc on éliminait tout le processus copie, recopie avec les erreurs et ainsi de suite. Tout ça, c'était enlevé. Donc on avait un résultat. Et tout ce travail prenait 3 à 4 semaines, voire 3 mois en fonction de l'étendue de la ligne. En espace de 7 jours, lors du retour du terrain ou de l'expertise, on avait réglé tout ce problème. Il ne restait plus que la validation qui était faite directement sous la GED, puisqu'on avait le travail collaboratif. Et lorsque les données étaient rentrées, le workflow garantissait le contrôle et envoyait l'information au contrôleur disant « Voilà, mes données sont à l'intérieur, tout a été vérifié, à vous de faire votre travail, vérifier l'exactitude des données et la finition pour pouvoir valider justement l'expertise. » Ben, tout ceci, c'est très intéressant parce que ça nous permet d'avoir un gain de productivité énorme. Et le bureau a fait un chiffre magnifique, 7,5 millions d'euros au bout de 3 ans. Et elle a pu être revendue facilement, parce qu'il a été revendu évidemment. Quand vous êtes un bon crabe, on vous prend facilement les pinces. Donc voilà. Donc je crois qu'on m'a donné 15 minutes. Et je suis à 14 minutes et quelques poussières. Donc voilà. Donc je crois que j'ai fait un peu le tour, un peu rapide certes, mais... je pouvais aller encore 2 ou 3 heures, mais je pense que c'est l'essentiel. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Bon, bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler de l'utilisation de la GED dans le contexte d'un projet de recherche académique, un projet ANR qui s'appelle Ethica et dont je suis le coordinateur. Alors, tout d'abord, je vais quand même devoir nécessairement vous parler un petit peu du projet pour vous faire comprendre un peu le contexte dans lequel on a besoin de collaboration et pourquoi est-ce qu'on va utiliser des techniques de GED collaboratives pour pouvoir le mener à bien. Donc je vais passer un petit peu de temps dessus, puisque j'essaierai de vous montrer quelles sont, à mon sens, les particularités, les spécificités d'un projet de recherche académique qui nécessite ce type de collaboration et qu'est-ce qui peut le différencier. Alors, peut-être que je me trompe, mais de projets industriels tels que la plupart d'entre vous peuvent connaître. Ah, pardon, ok, merci. Oui, c'est mieux. Je vais aussi, après avoir présenté un peu ces spécificités, je vais vous présenter le logiciel que l'on utilise, en essayant de vous pointer du doigt de quelle manière est-ce que ça répond au mieux aux questions que nous nous posions, et puis je conclurai brièvement. Alors, avant toute chose, il s'agit tout de même d'un projet qui est en cours de route, qui vient tout juste de débuter. Donc ce que je vous donne est un premier retour d'expérience un peu à chaud. Donc on est en plein démarrage, donc c'est plus une expérimentation qu'autre chose pour l'instant. Alors Ethica, ça signifie Ethics and Autonomous Agents. Alors l'idée générale est de travailler sur des machines intelligentes, parce qu'aujourd'hui on imagine assez aisément que l'on puisse doter un certain nombre de machines d'autonomie de décision. C'est-à-dire ce sont des machines qui vont être capables de prendre des décisions indépendamment, ou du moins sans intervention directe d'un opérateur humain dans son processus. Un exemple typique de ce genre de machine, et ce qui peut venir naïvement en tête dans un premier temps, sont les drones de combat. Donc on peut imaginer, et aujourd'hui la plupart des armées dans le monde entier développent ce type de machine. Et l'on doit se poser la question, pour une machine autonome de combat, est-ce qu'il n'y aura pas un certain nombre de problématiques éthiques qui peuvent être soulevées par leur mise en œuvre,
par les algorithmes de décision qui sont embarqués à bord de ces machines-là, et ainsi de suite. Alors évidemment, il n'y a pas que des problématiques militaires, on peut s'intéresser à des questions concernant la robotique d'assistance, des robots compagnons à destination des personnes âgées ou des plus jeunes. On peut s'intéresser aux logiciels de prise de décision automatisés dans le domaine médical, qui aujourd'hui peuvent aider un certain nombre de médecins à prendre des décisions concernant des interventions qui peuvent être risquées ou non, que ce soit des logiciels de prise de décision législative, judiciaire. Donc il y a beaucoup de travaux dans ces directions-là. Et aussi en informatique ubiquitaire, on peut aisément imaginer que dans quelques années, nous aurons des frigos intelligents qui vont comptabiliser, vérifier les dates de péremption de vos aliments, et puis lorsque le moment sera venu, vous indiquer, attention, il faut remplacer ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, alors ce sont toutes ces machines-là qui prennent des décisions, et donc, on peut se poser des questions éthiques, tant au niveau de la conception, c'est-à-dire est-ce qu'il est éthiquement juste d'utiliser par exemple des agents de trading automatisés pour faire du trading haute fréquence, qui échappent aisément grâce à des mécanismes de raisonnement qu'on sait bien mettre en place aux lois d'un certain nombre de pays concernant la régulation des marchés financiers. Au niveau des décisions, est-ce qu'on peut déléguer à une machine l'ordre automatisé d'ouvrir le feu sur du personnel militaire ou éventuellement du personnel civil, ou même à un niveau d'exécution, lorsqu'on a des machines qui travaillent en coopération avec des humains, est-ce qu'on leur autorise d'interdire à un être humain de prendre les commandes, typiquement dans du pilotage automatique pour des avions. Alors, c'est des travaux qui se font à l'ONERA depuis déjà très longtemps. Lorsqu'on a un pilote qui travaille de concert avec un pilote automatique, est-ce que le pilote automatique est autorisé à bloquer toutes les commandes qui permettent de sortir du domaine de vol de l'avion? Bon, c'est des questions importantes. Alors ça pose toujours des défis scientifiques, parce que c'est très difficile à implanter, algorithmiquement, à modéliser. Il n'y a pas évidemment d'éthique optimale, donc on ne peut pas trouver une solution unique à tous ces problèmes. Et bien évidemment, les questions éthiques et leurs solutions, elles sont très nombreuses et elles coexistent de manière indépendante dans les systèmes. Alors l'objectif du projet, c'est d'étudier ces problématiques-là, aussi bien au niveau des machines, individuellement, ce qu'on appelle les agents autonomes, au niveau de ces interactions avec des êtres humains, et aussi au niveau de ces interactions avec d'autres machines autonomes. Et donc l'objectif est de produire un cadre de raisonnement qui permettrait d'agréger différents points de vue éthiques et de les modéliser, et de s'intéresser, valider tout ce cadre-là sur des scénarios pratiques, qui sont des scénarios soit de robotique, soit sur des scénarios de respect de la vie privée. Voilà. Alors, ce qui est important dans ce projet-là, et c'est là où on en vient sur la question de la collaboration, c'est que c'est un projet qui est éminemment interdisciplinaire. Donc, dans le projet, nous avons des informaticiens, des chercheurs en intelligence artificielle, des chercheurs en robotique, des chercheurs en web sémantique, nous avons des spécialistes de l'ingénierie des connaissances, mais nous avons aussi des philosophes, des gens qui sont spécialistes en herméneutique, en médiation technologique, en philosophie de la morale. Donc des gens très très différents au sein de ce projet qui vont chacun apporter des compétences qui me semblent fondamentalement, naturelles pour pouvoir le mener à bien. Sachant que l'objectif d'avoir un projet interdisciplinaire, c'est de pouvoir porter un regard éthique sur notre propre travail d'informaticien, bien évidemment, parce que sinon tout ça serait fait en vain. Et c'est cette approche interdisciplinaire qui va nous obliger vraiment à reposer la notion de la collaboration de manière conséquente. Alors, on a un deuxième point aussi important, c'est que nous avons une importante volonté de dissémination. Il ne s'agit pas seulement de faire de la recherche pour la recherche, mais l'objectif derrière est de fédérer la communauté française, entre autres sur ces questions-là, parce que ce sont vraiment des questions qui nous semblent très importantes. Et nous avons des liens importants avec des gens de la CNIL, de la Croix-Rouge, auprès d'IBM ou même de la DGA, qui sont intéressés par le projet et qui gravitent autour de nous. Sachant qu'on cherche aussi à sensibiliser les jeunes chercheurs, parce que ces questions-là, dans les années futures, vont être très importantes. Et donc, non seulement il y a des enjeux de recherche, mais il y a des enjeux aussi de dissémination, d'information et d'apprentissage. Alors, rapidement, voici la liste des personnes qui sont dans le projet. Ça n'a aucune importance leur nom, c'est juste pour vous dire que c'est un petit groupe. D'accord ? Nous ne sommes pas très nombreux, finalement, une vingtaine, tout au plus, à travailler sur le projet. Donc, en termes de collaboration, on n'est pas sur des larges équipes, mais sur une petite équipe restreinte. Alors, quelles sont les spécificités de ce projet ANR, ou
ou d'un projet NR peut-être d'ordre plus général. La première, c'est que l'on va considérer un groupe à taille réduite avec, à mon sens, un très faible taux de roulement. Le projet va durer 4 ans, et sur ces 4 ans, chacun des participants va y participer complètement et ne va pas disparaître, ne va pas être remplacé par quelqu'un d'autre en cours de route. Il y aura peut-être quelques post-doctorants ou quelques bourses de thèse, mais ça ne va pas être vraiment quelque chose de très important. Chacun des chercheurs impliqués va avoir de nombreuses activités annexes. Il ne s'agit pas seulement de travailler sur le projet, donc aucun d'entre nous n'est dévolu à 100% sur la tâche. Loin de là. Souvent, lorsqu'on regarde un peu l'affectation des tâches, les gens travaillent à 5 ou 10% sur le projet en lui-même. Donc, il y a beaucoup d'activités annexes et il faut rassembler, concentrer l'information pour éviter de se perdre au fil des mois dans le travail. On est surtout des chercheurs d'horizons très différents. Très très différents, dans le sens où... Déjà, nous avons des informaticiens, moi, le premier, et puis beaucoup de mes collègues, nous sommes, par exemple, j'ai entendu parler de Windows tout à l'heure, aucun d'entre nous n'utilisons ce genre de système d'exploitation. Moi, je travaille sous Unix. Lorsque je fais de la navigation dans un système de fichiers, j'utilise de la ligne de commande. C'est extrêmement rapide. C'est même beaucoup plus rapide que cliquer. Donc, c'est des choses auxquelles je suis extrêmement habitué, et mes collègues aussi. Mais les gens qui travaillent en sciences humaines, ce n'est pas du tout le cas. Et je ne peux pas leur imposer mes techniques, mes méthodologies habituelles lorsque je manipule un ordinateur. C'est hors de question parce qu'on n'arriverait pas du tout à se comprendre. Donc là, il faut qu'on trouve un point commun, un point d'accroche. Deuxièmement, on a un vocabulaire qui est extrêmement différent. Lorsque je vais parler d'autonomie, par exemple, ça ne va pas référer du tout à la même chose pour des chercheurs en sciences humaines. Donc il faut qu'on arrive à se mettre d'accord sur un certain nombre de connaissances fondamentales pour pouvoir avancer sur le projet. En plus, nous allons aussi manipuler des documents qui sont de nature très différente. Nous avons des notes de travail, bien évidemment, des rapports techniques un peu consolidés que l'on essaie de mettre en œuvre. Nous allons devoir écrire des cours à destination de personnel, nous allons dire éclairé, des informations destinées au grand public, des informations destinées aux donneurs d'ordre, et ainsi de suite. Donc on a beaucoup d'informations destinées à des publics différents que l'on doit réunir en un même endroit et on doit se mettre d'accord dessus, bien évidemment. Alors, sachant que derrière tout ce genre de projet, il y a un investissement conséquent, mais sur un laps de temps relativement court, 4 ans en l'occurrence, ou 3 ans pour les projets NR, c'est à peu près cette période-là. Et voilà, ça vous donne un peu une idée de la structure fondamentale. Donc, pour ça, pour essayer de faire travailler tous ces gens ensemble, on a utilisé un outil de collaboration, de gestion de documents collaboratifs. Alors, je vais juste vous présenter en fait l'outil à travers un certain nombre de captures d'écran, juste pour vous donner un petit peu l'idée générale. Excusez-moi. Bon, alors la première chose, en fait, c'est qu'on a un certain nombre d'éléments fondamentaux auxquels tout le monde doit pouvoir accéder très rapidement, notamment ce qu'on va appeler le glossaire, donc qui sont les briques fondamentales de notre projet et les scénarios sur lesquels on va travailler. Donc on veut que les informaticiens et les chercheurs en sciences humaines y accèdent vite. Donc on a une page d'accueil où on va avoir un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre d'aller à l'essentiel, ou alors, si on vous désire, avoir une idée des derniers fichiers ici qui ont été mis à jour ou modifiés dans le projet. Pardon. Chacun de ces fichiers, bien évidemment, en fait, peut porter sur un certain nombre de thèmes, sur un certain nombre de facettes, et est structuré à travers une ontologie. Alors que ce soit une ontologie pour refléter les différentes phases du projet, que ce soit du démarrage à la conceptualisation, à l'expérimentation, que ce soit pour aborder les différentes thématiques, que ce soit des thématiques de philosophie, des thématiques algorithmiques, des thématiques sur la définition de scénarios. Donc on a toute une taxonomie en fait de thèmes, et chacun de nos fichiers en fait de travaux sont étiquetés, labellisés par ces thèmes-là. Et donc on peut faire une recherche non seulement par mots-clés au sein du fichier, mais aussi sur cette thématique, pour qu'on puisse avoir une idée d'ensemble en fait du travail qui nous attend. Alors typiquement, là si on recherche un article que nous sommes en train de soumettre à une conférence sur laquelle on doit travailler, et un certain nombre de scénarios qui y sont associés, voilà un peu ce que l'on peut obtenir. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on visualise en fait un fichier ? On a une structure de ce type-là qui va nous permettre d'avoir le fichier en lui-même ou des pièces attachées si on désire travailler dessus, mais aussi
un certain nombre de champs que n'importe qui peut remplir, qu'on soit informaticien ou non. On va pouvoir indiquer quels sont les points clés de ce document-là, quelles sont les personnes qui sont dévolues à sa modification, le degré d'avancement de ce genre d'objet, et ainsi de suite. Donc chacun peut venir contribuer, un peu à la manière d'un wiki, dessus, pour pouvoir raffiner le document et rajouter de nouvelles informations. Alors, l'objectif, pour nous, c'est d'arriver à structurer notre savoir épars en un savoir commun sur lequel on va pouvoir travailler. Donc ce que je vous disais, c'est que les documents sont étiquetés par facettes. Donc là, vous avez un ensemble, bon, c'est en petit, mais les mots-clés ne sont pas importants, mais c'est juste pour vous donner un peu une idée du nombre de facettes que l'on a à notre disposition. Alors, il faut arriver toujours à trouver le juste milieu. Si on en a trop, en fait, on est noyé par l'information et ça n'a aucun intérêt, d'accord ? Si on n'en a pas assez, on n'est pas assez discriminant. Donc, il y a toute une phase de travail avec les chercheurs pour pouvoir essayer de déterminer quels sont les bons mots-clés que l'on peut attribuer pour essayer d'étiqueter l'ensemble de notre documentation. Et chacun des documents sont interorganisés, on peut les relier les uns aux autres pour pouvoir indiquer, tel scénario est relié à tel autre scénario, tel document qui correspond à telle tâche est relié à tel ensemble d'articles sur lesquels on doit travailler, et ainsi de suite. Voilà un peu le principe général. Alors, un des objectifs, je vous disais, c'était de se constituer un vocabulaire commun. Donc, nous avons un certain nombre de documents qui sont des éléments de glossaire que l'on va essayer de remplir. Donc par exemple, on a un élément, quand je parle d'agent, par exemple, ça renvoie à une entité informatique très précise, à moi. Par contre, lorsque les chercheurs des sciences sociales parlent d'agent, ils vont penser à autre chose, à des notions d'acteurs par exemple, à des notions d'êtres humains qui sont impliqués dans telle ou telle situation. Donc il faut nous mettre d'accord sur le vocabulaire. Donc pour chacun de ces éléments importants, nous avons un document que chacun peut venir remplir, où on peut indiquer nos définitions, aussi bien en informatique qu'en sciences humaines, et se mettre d'accord sur une définition commune que l'on va pouvoir raffiner au fil des itérations. Sachant que l'outil étant en ligne, chacun peut venir contribuer, rajouter sa petite pierre à l'édifice, en espérant au bout d'un moment arriver à une connaissance que l'on va pouvoir consolider et se mettre d'accord dessus. Voilà. En fait, nous, on essaie de voir un peu ce genre de système comme un cahier de laboratoire en ligne. Donc le cahier de laboratoire, c'est un cahier dans lequel normalement, lorsqu'on travaille sur un projet de recherche, chacun doit indiquer ce qu'il est exactement en train de faire, à tel moment. Ça nous permet de garder une trace en fait, du travail qui est effectué, des idées qui ont été développées. Et là, l'idée, c'est de pouvoir avoir cette espèce de cahier de laboratoire en ligne sur lequel on va pouvoir travailler. Que ce soit pour la définition de scénario. Alors par exemple, ce que l'on peut faire, c'est à la fois définir des éléments complètement informels, pour dire on veut travailler sur tel scénario de robotique ou tel scénario de coaching d'utilisateur. Donc on va le décrire, chacun peut venir contribuer, mais on peut aussi rajouter une définition formelle ou une spécification formelle que l'on va pouvoir après interfacer avec des logiciels et chacun d'entre nous, dans son laboratoire, va pouvoir accéder en fait à ces informations-là. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est mélanger à la fois aussi de l'informel et du formel à travers les mêmes documents. Et c'est l'avantage de la GED en ligne. Ouais. Bon, évidemment, il y a des problématiques de sécurité derrière que l'on veut pouvoir traiter. Bon, c'est pas forcément le plus important, parce qu'on en a déjà évoqué lors de l'intervention précédente. Mais on peut distinguer évidemment selon les droits d'accès des chercheurs, des différents chercheurs, des donneurs d'ordre. Et surtout, l'idée, c'est qu'on veut pouvoir publier tout ça vers l'Internet, si ça nous intéresse. On peut avoir des documents que l'on envoie automatiquement vers un site et donc le mettre à jour de cette manière-là. La gestion du projet, évidemment, est intégrée à l'intérieur, ce qui est fort utile. Et la plateforme est administrée, donc non seulement elle est administrée par des spécialistes, mais aussi par les chercheurs eux-mêmes. C'est-à-dire que si moi je désire rajouter de nouvelles facettes ou de nouveaux types de documents en collaboration avec un chercheur en sciences humaines, je peux le faire et le rajouter moi-même à travers cette interface. Alors, voilà. Donc j'ai été un peu rapide pour vous présenter à la fois le projet et à la fois l'outil. Le but était vraiment de vous faire sentir quelles étaient les spécificités de chacun et comment on essaie de les faire se répondre. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que, à mon avis, en fait, dans un projet de recherche académique,
On a eh bien, des pratiques informatiques qui sont très différentes, et vous avez peut-être sans doute ça dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez ou que vous dirigez. On a des problématiques de vocabulaire commun à définir. On a des problématiques de méthodes de travail qui sont extrêmement hétérogènes. Et par contre, une volonté générale de dissémination envers des publics qui sont très différents. Et donc pour ça, il nous faut un élément en ligne dans lequel tout le monde va venir contribuer, et ce de manière simple, aussi bien pour ceux qui connaissent l'informatique ou non. Donc pour nous, la JED collaborative, c'est un cahier de laboratoire en ligne qui nous permet de constituer des glossaires, des bibliographies, de gérer de manière stratégique le projet. Bien sûr, tout ça est une expérience en cours de route, donc on vient juste de démarrer le projet. Il reste à voir si bien ces pratiques vont pouvoir être adoptées, et ce qui va en être dans 4 ans, est-ce que ça va vraiment fonctionner. Donc encore là, le mystère est présent. Donc, je vous le dirai peut-être si je reviens ici. Merci. Merci beaucoup. Donc on est en présence de 2 exemples très différents avec de la JED collaborative. D'un côté, si j'ai bien compris, très largement basé sur du workflow. De l'autre côté, basé sur un système intitulé base de connaissances. Donc c'est peut-être un petit peu le grand écart de ce qu'on peut trouver comme exemple dans le domaine. Alors je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle directement aux intervenants. Ou je vais peut-être me permettre de poser, s'il y a une question. Voilà le micro. Est-ce que vous utilisez des pratiques collaboratives, notamment pour savoir est-ce qu'on va mettre un document ou pas? Est-ce qu'on va mettre une nouvelle catégorie de savoir, par exemple, ou un nouveau cycle de vie? Ou est-ce que ça va être l'informaticien qui va décider? C'est impertinent comme question, hein. Non, c'est pas du tout impertinent. En fait, on fonctionne de manière plutôt collaborative. Donc, dans un premier temps, les facettes ont été décidées. Alors, je les ai décidées, par exemple, de manière un peu autoritaire. Et puis, en discutant en fait avec les gens, parce qu'on se voit de visu, on ne travaille pas uniquement évidemment à distance. Un de mes collègues peut me dire ce type de document, ça sert vraiment à rien, on va s'en débarrasser, puis on va le remplacer par autre chose. Et on a un processus itératif en fait qui fonctionne comme ça. Ouais. Alors une question, je vais me permettre une question. Pardon ? Le micro arrive. Donc, la JED, c'est pour gérer les documents qui sont présents. Est-ce que vous glissez du coup vers un traitement du document, ensuite vers une SAE, un service d'archivage, ou qu'est-ce que vous faites des documents qui ne sont plus utiles au moment présent? Parce que c'est un savoir aussi qu'il faut conserver. C'est une bonne question, parce qu'en fait on n'a pas vraiment de workflow. Justement, on ne travaille pas vraiment comme ça fondamentalement. Du coup, pour l'instant, on vient juste de démarrer, donc du coup, on n'a que des documents qui sont en cours de préparation, mais effectivement, à un moment donné, il faudra les capitaliser. Donc l'idée, c'est, je pense, de les immobiliser, et comme c'est de la recherche publique, que les documents qui soient terminés, validés, typiquement des articles scientifiques, par exemple, que l'on aura produits, puissent être exportés automatiquement sur un site internet à destination du grand public. Alors, et puis, qui est intéressé pourra venir piocher à l'intérieur. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Moi, la question que je vous posais, c'était... moi, la question que je vous pose, c'est... est-ce que vous avez un chiffre de... Par exemple, la différence avec monsieur, c'est qu'il avait déjà un chiffre global. Là, vous avancez comme ça un peu à l'aveugle, enfin à mon avis. Parce qu'il y a un fondement d'entité, d'antériorité, et puis après, il y a la progression dans le temps. Vous ne faites pas... Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Je pense que de toute façon, on n'a pas énormément de documents fondamentalement. C'est-à-dire que on était tout à l'heure sur des grandes quantités de documents. Oui. On n'arrivera jamais, je pense, à cette taille-là. Là, vous avez dit que vous avez quand même un chiffre, c'est 4 ans. Vous avez 4 ans. Donc ça, il faut un peu faire de la prospective. Vous voyez ce que je veux dire, de chiffres globaux sur une année, sur la durée. Je vous avoue, c'est un vrai mystère pour moi. Je ne sais pas du tout. Je pense que c'est quand même des éléments pour planifier, quoi, vous voyez. C'est important la planification, parce que comme ça, c'est une façon d'avancer d'une façon structurée et puis chiffrée, d'avancer sur des supports fonctionnels.
Moi, c'est Là, je ne pourrais pas vous dire, malheureusement. dans l'accord de mode projet. Alain Berger, je suis directeur général d'Ardence et je suis un des partenaires du GREC sur le projet. Donc pour répondre à la question en termes de volume, c'est un volume très, très fini et dénombrable, c'est ce qu'on peut dire. C'est pour ça que la réponse de Grégory est très précise, c'est qu'on n'en a strictement aucune idée. Mais par contre, quand on met qu'il y a 39 hommes-an de production intellectuelle, on sait que ce genre de projet, ça va générer par rapport au grand public peut-être une vingtaine de documents clés au niveau scientifique. Si on dit une vingtaine, ça dépend de la qualité des articles, ça dépend le volume des articles. Tout ça, c'est très variable. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que dans le dispositif tel qu'il a été mis en place, il y a la facette d'un côté qui est le management du projet, la gestion des documents, la consolidation, et après le fait de pouvoir dire ces documents, on va les mettre dans le grand public, on va les basculer dans le grand public. Donc ces différentes facettes qui ont été souhaitées être implantées dans le dispositif. Mais comme l'a dit très pertinemment Grégory, la chose est très dynamique. Que ce soit les structures d'accès, c'est comment on va souhaiter les accès. Donc Grégory a défini des choses. Les philosophes sont en train de réagir sur le sujet, donc il va y avoir une consolidation, puis une évolution au fil de l'eau. C'est bien l'intérêt de la technologie, là. Eh bien, ce sera le mot de la fin, puisque je suis désolé, madame, mais nous sommes arrivés au terme de cette conférence. Donc, un grand merci au... C'est juste le nom de l'outil. Alors, la dernière question. Pour la JET collaborative. Il n'a pas donné le nom de l'outil ou alors je ne l'ai pas lu. On n'entend pas du tout, s'il vous plaît. Le nom de l'outil, de la solution. Alors, le nom de site est AKM, Ardence Knowledge Manager. Voilà, merci beaucoup. Et donc, bonne fin de salon à tout le monde. Et merci aux intervenants.